En tout cas, on va parler peut-être d'un effet mode et on va essayer de faire un tour d'horizon. Vous avez vu que les PRP, on en parle beaucoup, ça va dans tous les sens, et il y a certainement un effet mode et pour autant, il faut que ça redevienne scientifique. J'ai eu la chance d'être embarqué dans un projet national là, sur arthrose et PRP. Et puis on pourrait débattre aujourd'hui, c'est vrai que les Espagnols en mettent beaucoup et partout à mon avis, avec beaucoup de travaux ouverts et aujourd'hui par exemple il y a Jean-François Caux en Belgique qui fait beaucoup de choses avec de la rééducation dans les suites. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une évaluation qui revienne en tout cas à des sociétés savantes pour ensuite la mise en application. Pour la toxine botulinique, on va essayer de voir comment on peut raisonner la toxine. C'est vrai que c'est un petit peu limité dans son application et son utilisation à certaines disciplines, la MPR, la neurologie, et c'est pour l'instant pas ouvert forcément, si ce n'est quand vous êtes dans des structures qui pratiquent telles que pour des radiologues. Et donc on va voir comment raisonner dans la pathologie du sportif et dans la pathologie tendinomusculaire du membre pelvien, on va essayer de respecter. L'idée c'est de voir ce que vous avez vu au cours de la journée, c'est ce raisonnement pour dire quel produit pour quelle pathologie et à quel moment. Et là, pour les tendons, vous avez les corticostéroïdes qu'il ne faut pas délaisser, parce que dans des ténosynovites, on en a un besoin, il ne faut pas être en intratendineux. L'acide hyaluronique, pourquoi pas en péritendineux, même s'il y a moins de travaux qui courent. Et puis les PRP, moi je crois fortement à des lésions dégénératives fissuraires, avec un projet rééducatif, et en particulier un protocole de renforcement dans les suites. Donc vraiment quelque chose de séquentiel sur un projet mené sur environ 6 semaines. Dans le muscle, il y a beaucoup moins de choses. Et les PRP, on l'a vu, peut-être sur des lésions fibreuses un petit peu récidivantes, un tennis leg, pourquoi pas, fibrosé. Et puis on place la toxine botulinique. Mais la toxine, elle va nous rendre service sur cette chaîne musculo-tendineuse, puisque finalement, elle va paralyser le muscle, et puis elle va jouer indirectement sur le repos engendré pour la cicatrisation potentielle du tendon. Alors le Clostridium, il a été en tout cas mis en avant il y a longtemps. Sa découverte, ça a été 1817, je crois, c'était Kenner. Et puis en 1946, il a été isolé, purifié. Et donc on connaît cette molécule. Derrière, il y a une structuration qui est bicaténaire avec 2 chaînes. Je n'insiste pas. Simplement, l'effet qui est attendu, c'est au niveau de la jonction neuromusculaire. Et donc l'idée, c'est de dire qu'on va bloquer le signal qui va engendrer donc une paralysie musculaire secondaire, transitoire, partielle, parce qu'il n'y a pas une paralysie complète, on a un effet, et on va avoir un effet également antalgique en bloquant des molécules très, très algiques. Et donc par rapport à ça, l'idée c'est de se dire, vous avez votre message nerveux qui arrive au niveau de la terminaison, qui doit engendrer ensuite un phénomène de dépolarisation, les vésicules vont venir fusionner avec la membrane et libérer l'acétylcholine, et bien là, cette molécule va bloquer en présynaptique la libération de ces molécules d'acétylcholine, donc le message n'est plus transmis et le muscle à ce moment-là ne se contracte plus. Et on va avoir des éléments qui vont être transitoires, réversibles, lorsque la toxine sera éliminée. Donc le raisonnement qui était posé aujourd'hui, c'était de se dire, qu'en est-il sur nos pathologies probablement récalcitrantes, probablement chroniques, de tendinopathie et de pathologie musculaire? Eh bien, j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon de la littérature en mettant en avant la ponévrose plantaire superficielle, les adducteurs, et on parlera de la pubalgie, ce qui n'est pas une tendinopathie, mais une pathologie de l'appareil extenseur dont on a parlé aujourd'hui, c'est le syndrome fémoro-patellaire, et puis le psoas-iliaque, on va décliner. L'objectif, finalement, c'est de mettre au repos et de détendre la chaîne musculo-tendineuse pour laisser le tendon cicatriser. Et puis dans les souffrances musculaires, on va parler de syndrome canalaire, de syndrome de Loge, et nos amis strasbourgeois sont fortement orientés dessus. Et puis on terminera par les syndromes myofasciaux, même si je mettrai un beau point d'interrogation pour le moment à ce niveau. Donc là, l'objectif, c'est de créer une atrophie musculaire et de relâcher cette structure. Troisième entité, le syndrome fémoro-patellaire. On sait que ce n'est pas vraiment une tendinopathie, j'ai simplement voulu le mettre parce qu'il y a pas mal de papiers qui courent dans la littérature. L'idée, c'est de se dire que, vous savez qu'il y a des facteurs anatomiques et plus ou moins en fonction d'éléments de raideur et ainsi de suite, qui vont conditionner le cheminement de la rotule, son positionnement en termes de hauteur, mais surtout, on va raisonner dans ce plan frontal, peut-être de façon simplifiée, avec cet angle Q réactionnel, bien sûr, de l'angle entre la diaphyse du fémur et puis le tibia. Et on sait que plus cet angle Q est important, plus la force d'excentration va être importante. Et là, je vais vous laisser raisonner autour de l'équilibre musculaire. Pourquoi? Parce que on regarde l'anatomie et puis on considère que le droit fémoral, il est dans l'axe du fémur. Donc celui-là, c'est le muscle de la frappe chez le footballeur. Alors que le vaste latéral, il est très peu oblique en haut. Par contre, il est très oblique en bas. Et le vaste médial l'est encore plus avec 50 degrés d'obliquité. Donc que font ces muscles et que doit-on faire en rééducation?
eh bien, c'est les travailler pour aider la rotule dans son déplacement vertical. Et quand on a raisonné un petit peu ça, il y a des gens qui commencent à mettre de la toxine dans le vaste latéral. Alors l'idée, c'est de réduire l'action, puis indirectement d'augmenter l'action du vaste médial en mettant de la toxine sur des petites doses. Ça, c'est des petites doses, ce n'est pas un coût qui sera énorme. Là, on sera sur 150 € quand même, mais c'est vrai que c'est des petites injections de toxines qui vont agir sur la douleur, et c'est ce qui a été démontré dans ces différents papiers, et agir également sur des scores fonctionnels, et le VUMAC en particulier. Et il y a même des éléments, parce que la crainte de mettre la toxine, c'est de dire on va perdre en force. Eh bien, ces gens-là ont fait des tests isocinétiques qui montrent qu'il n'y a pas de perte de force chez ces patients. Donc, globalement, quelques travaux ouverts qui ont été menés avec des résultats intéressants.